Chunk One, en David Allan Coe, a passé près de 20 ans derrière les barreaux avant d'avoir 30 ans. Mais la prison n'était que le début. Dans les années 1980, il a sorti des albums tellement choquants que les magasins de disques les ont interdits et le FBI s'en est mêlé. Des menaces de mort ont afflué. Les stations de radio ont refusé de diffuser sa musique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce même homme a écrit certains des plus grands succès de la musique country. Que s'est-il réellement passé pendant ces années perdues? La vérité sur ces enregistrements underground pourrait être plus sombre que quiconque ne l'imaginait. David Allan Coe est né le 6 septembre 1939 à Akron, Ohio. Son enfance a commencé de la manière la plus difficile possible. Son père était alcoolique et disparaissait pendant de longues périodes, et sa mère essayait de maintenir les choses en place dans une ville qui s'effondrait déjà après la Grande Dépression. Il vivait dans des appartements sales et déménageait constamment. À l'âge de 6 ans à peine, David avait déjà été témoin de violentes disputes à la maison. Il s'asseyait et écoutait les disques de Johnny Ace, essayant de s'évader dans la musique alors que le chaos l'entourait. Cette douleur ne le quitterait jamais vraiment. Elle a tout façonné. En 1948, alors qu'il n'avait que 9 ans, David avait déjà de sérieux problèmes. Il a volé un vélo, s'est battu et a fini par être envoyé à la Star Commonwealth Reform School dans le Michigan. La plupart des enfants apprenaient encore leur table de multiplication à cet âge, mais David était derrière les barreaux, apprenant à se battre, à voler et à survivre auprès de garçons plus âgés. C'est à l'intérieur de cet endroit qu'il a pris une guitare pour la première fois. Il a commencé à écrire des chansons brutes sur les choses qu'il avait vues. Ce qui aurait dû être des années d'école sont devenues des années passées dans des institutions qui n'ont fait que le rendre plus dur. C'était le début d'un cycle qui le maintiendrait enfermé par intermittence pendant près de 20 ans jusqu'en 1967. Pendant ces premières années, sa mère s'est remariée à plusieurs reprises. La protection de l'enfance n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Des cicatrices ont été laissées sur son dos et ses bras. David a commencé à s'enfuir, disparaissant parfois pendant des semaines. Il dormait dans des bâtiments abandonnés, volait de la nourriture juste pour rester en vie et mendiait de la monnaie près des usines de la ville. Un hiver, il a failli mourir de froid seul dans un entrepôt. Ce n'était pas que des histoires. Chunk 2, c'était sa réalité. Il a appris jeune que personne ne viendrait le sauver. Vers 1952 ou 1953, lorsque David était au début de son adolescence, il a quitté l'école et a commencé à voler des voitures. Il a été pris avec des outils de cambriolage. Même un simple tournevis est devenu une preuve pour l'inculper de crime. Les gardiens du système juvénile de l'Ohio n'ont pas essayé d'aider. Ils battaient les enfants, les enfermaient plus longtemps que nécessaire et laissaient les forces s'en prendre aux faibles. David en est venu à croire que tout le système était conçu pour écraser les garçons comme lui. Alors, il a décidé qu'il ne jouerait jamais selon leurs règles. Il a construit une vision du monde autour de la riposte. Certaines des pires parties de la vie de David n'étaient pas seulement liées à la violence. Dans les années 1950, il a déclaré avoir été victime d'abus sexuels dans des écoles de réforme. Il a ensuite écrit des chansons à ce sujet, pleines de rage et de confusion. Mais au fil des années, il a commencé à mélanger la vérité avec la fiction. Il a dit avoir tué quelqu'un à l'âge de 9 ans. Il a affirmé avoir été mis dans le couloir de la mort alors qu'il était mineur. Rien de tout cela n'a été vérifié. Il n'y avait aucun dossier d'accusation de meurtre. Mais ce qui compliquait les choses, c'est que derrière les mensonges, il y avait une vraie douleur. Des experts ont dit plus tard qu'il aurait pu utiliser la narration comme un moyen de faire face à un traumatisme trop important pour être affronté. Mais à cause de toutes les fausses allégations, certaines personnes ont cessé de croire quoi que ce soit. Cela a rendu plus difficile l'écoute des autres qui avaient de vraies histoires. Au milieu des années 1950, il a fini à l'Ohio State Reformatory à Mansfield. L'endroit était froid, sombre et connu pour ses murs gothiques et ses punitions sévères.
Mais c'est là que sa musique a vraiment commencé. Les gardes lui ont donné des disques de Hank Williams pour passer le temps. Il les écoutait sur un tourne-disque introduit clandestinement, assis seul dans sa cellule. Il mémorisait chaque note, chaque parole. Il a commencé à écrire des chansons dans le noir et ses murs de béton résonnaient de sa voix. La douleur est devenue poésie. Chunk 3, son séjour là-bas, en particulier de 1954 à 1957, a forgé la voix qui chanterait plus tard le blues pénitentiaire. Au début des années 1960, David a commencé à dire aux gens qu'il avait tué un détenu qui avait essayé de l'attaquer. Il a dit qu'il avait été envoyé dans le couloir de la mort et a même affirmé y avoir rencontré son père biologique. Mais, des années plus tard, un journaliste a prouvé que rien de tout cela n'était vrai. Entre 1959 et 1967, David avait été en prison pour vol, outils de cambriolage et possession de matériel indécent. Lorsqu'un journaliste de Rolling Stone l'a confronté en 2000, David n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a écrit une chanson menaçant le journaliste. Dans son esprit, la légende était plus importante que les faits. Mais derrière les barreaux, quelque chose de réel se produisait. Des détenus noirs l'ont accueilli et lui ont appris à jouer de la guitare blues de la bonne manière. L'une de ses plus grandes influences a été Screaming Jay Hawkins, qu'il a rencontré à l'intérieur. Dans un système pénitentiaire où la plupart des détenus étaient noirs, David a trouvé une sorte de musique qui parlait de la douleur qu'ils partageaient en tous. Il a appris la guitare slide et comment mettre de l'émotion dans chaque mot. Plus tard, cela le distinguerait à Nashville. Mais c'était aussi compliqué. Dans les années 1980, il a sorti des albums avec des paroles racistes et beaucoup l'ont dénoncé pour cela. Il a dit que c'était ironique. Il avait autrefois été qualifié d'amoureux des nègres en prison et maintenant les gens disaient qu'il était raciste. Il ne l'a jamais tout à fait expliqué. Alors qu'il était en prison vers 1961, il s'est fait tatouer un drapeau confédéré géant sur le dos. Un autre détenu l'a fait avec des outils de fortune. Ce tatouage le suivrait pour le reste de sa carrière. En même temps, David a participé à des combats de prison clandestins. Ce n'était pas que des bagarres. C'était des matchs organisés à main nue où les détenus pariaient des cigarettes et de la protection. David s'est cassé la main une fois dans une bagarre de gang, ce qui a rendu difficile le fait de jouer de la guitare pendant un certain temps. Ces combats sont devenus une partie de la légende qu'il a écrite dans ses chansons. Après sa sortie en 1967, David a essayé de mener une vie droite. Il a occupé des emplois de camionnage et a travaillé dans des endroits difficiles. Mais ce qui comptait vraiment, c'était la route. Chunk 4. Il avait rejoint des gangs de motards pendant ses pauses de prison à la fin des années 1950. Il a roulé avec les hors-la-loi à Louisville et d'autres groupes en Floride. Ce monde, la fraternité, les motos, le danger, lui, ont donné une identité. En 1967, il vivait dans un corbillard garé devant le Ryman Auditorium à Nashville, faisant la manche dans la rue pour se faire remarquer. Et cela a fonctionné. Shelby Singleton l'a repéré et l'a signé. En 1969, David a sorti Penitentiary Blues, un album brut et sale rempli de la vérité de la vie en prison. L'album ne s'est pas bien vendu, mais les critiques l'ont adoré. Cela a fait chuchoter les gens de l'industrie. Voici un homme qui avait réellement vécu tout ce dont il chantait. En 1970, le producteur Billy Sherrill lui a donné la chance de devenir grand. La chanson Two Lonely People a donné à David son premier avant-goût des charts. Mais le trouble a suivi. Les dirigeants de Columbia détestaient ça, testaient ses paroles sur la drogue, la prison et le sexe. Des bagarres ont éclaté pendant l'enregistrement. David a refusé de faire des compromis. Il a sorti Requiem for a Harley Quinn en 1970, un album tellement étrange et sombre que personne ne savait quoi en faire. Il avait beaucoup consommé de LSD, surtout après avoir perdu son enfant en bas âge. Une chanson a été écrite pendant une frénésie de drogue de 3 jours dans une chambre d'hôtel. Cette chanson sonnait comme une lettre de suicide.
L'album ne s'est vendu qu'à quelques milliers d'exemplaires, mais maintenant, les collectionneurs paient des centaines de dollars pour cela. Puis sont venus les strass. En 1971, Mel Tillis a donné à David un tas de costumes voyants. David les a mélangés avec du cuir de motard et a porté un masque de Lone Ranger. Il conduisait une Harley à ses concerts et avait parfois une crête iroquoise. Les propriétaires de clubs l'ont engagé pour la valeur de choc, mais l'ont souvent interdit après que des bagarres aient éclaté. Il a également écrit des chansons pour George Jones, même pendant les pires années de beuverie de George. Pendant ce temps, David lui-même a bu une fois 47 bières en 8 heures au Tootsie Bar. En 1963, Columbia Records lui a offert un contrat qui a choqué l'industrie. Il pouvait utiliser son propre groupe et avait un contrôle créatif total. Chunk 5. Après que Tanya Tucker ait transformé sa chanson Would You Lay With Me in a Field of Stone en un succès numéro 1, il a eu un levier. Il a fait le mystérieux Rhinestone Cowboy, un album étrange et obsédant qui s'est déroulé sans interruption entre les chansons. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et l'a désigné comme l'outsider que Nashville ne pouvait pas contrôler. Il a enregistré le tout en portant son masque de Lone Ranger, même en studio. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit que son père lui avait dit de cacher son visage à cause de tous les mandats d'arrêt qui pesaient sur lui. Que ce soit vrai ou non, personne ne pouvait le dire. Au milieu des années 1970, la vie de David Allan Coe a commencé à se transformer en légende. En 1975, il a sorti un album intitulé Once Upon a Rhyme. Il avait une chanson appelée You Never Even Called Me by My Name qui a grimpé au numéro 8 du classement country de Billboard. Mais ce n'était pas seulement la mélodie qui attirait les gens. Ce qui l'a rendu inoubliable, c'est un petit discours étrange au milieu où Coe était nécessaire. Il a dit qu'il fallait parler de maman, des trains, des camions, de la prison et de se saouler. Alors, son ami Steve Goodman a ajouté un couplet avec toutes ces choses, juste pour se moquer de lui. Les gens ont adoré. Cette seule chanson a fait de Coe une star et s'est également moqué de la prévisibilité de la musique country. Tout le monde en parlait. En 1976, Coe était au centre de quelque chose de plus grand. Il y avait un nouveau mouvement dans la musique country appelé Outlaw Country. Coe s'est tenu épaule contre épaule avec des légendes comme Juan Jennings, Willie Nelson, Jesse Coulter et Tom Paul Glaser sur l'album Wanted, The Outlaws. Il est devenu le premier album country à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Cela ne s'était jamais produit auparavant. La plupart des albums country se vendaient à peine à 300 000 exemplaires. Mais le rôle de Coe allait au-delà de la musique. Il ressemblait à un vrai hors-la-loi. Il avait des tatouages sur tout le corps et avait passé du temps réel en prison. Ray Weddell, un critique respecté, a déclaré que personne ne ressemblait ou ne vivait plus comme un hors-la-loi que Coe. Il y avait même une histoire où Coe a conduit sa moto sur scène lors d'un festival en Oklahoma, tout en portant sa veste de club de motards Outlaws. Un journal local a publié un titre qui disait « Les hors-la-loi sont venus en ville ». Et cette image sauvage est restée. Coe a affirmé que ce moment avait contribué à nommer tout le mouvement. Les choses sont devenues encore plus étranges dans les années qui ont suivi. Chunk 6. L'IRS a pris sa maison à Key West à cause d'impôts impayés. Sans argent ni maison, Coe n'a pas emménagé dans un motel. Il a emménagé dans une vraie grotte à Dixon, Tennessee. Il a dit qu'il vivait d'animaux sauvages, écrivait des chansons dans le noir et essayait de reconstruire sa vie. Que chaque partie de cette histoire soit vraie ou non, les gens y croyaient. Cela a ajouté à son mythe. Il avait tout perdu. En 1990, son contrat de disque avait disparu et son divorce l'avait ruiné financièrement. Il devait compter sur l'aide de groupes comme Confederate Railroad et même de son propre fils, Tyler, pour continuer à tourner. Mais il a continué. En 1977, il a sorti Tattoo, que de nombreux fans et critiques ont considéré comme son album le plus personnel. Il traversait un chagrin d'amour et vous pouviez l'entendre dans chaque morceau.
Des chansons comme Just to Prove My Love for You racontaient de l'histoire d'un homme essayant désespérément de sauver un mariage brisé. Face to Face et Just in Time to Watch Love Die a capturé la douleur et le regret de quelqu'un qui regarde tout s'effondrer. La dernière chanson, Hey Gypsy, donnait l'impression que Ko regardait au plus profond de son âme, à la recherche d'une paix qu'il ne pouvait pas trouver. Cette année-là, Tattoo a atteint la 38e place des charts. C'était son 3e album cette année-là. Il n'écrivait pas seulement de la musique, il la saignait. Mais quelque chose s'est produit en 1978 qui entrait Ko pour toujours. Il a écrit une chanson intitulée Take This Job and Shove It. C'était un hymne de l'homme qui travaille, mais Johnny Paycheck l'a enregistré en premier et sa version est montée au numéro 1 et est restée dans les charts pendant 18 semaines. Il a même inspiré un film en 1941. Le pire, c'est que la plupart des gens pensaient que Paycheck l'avait écrite. Même si Ko a été crédité, il n'a pas obtenu la gloire ou l'argent. Il a dit plus tard que perdre cette chanson, c'était comme perdre une fortune. Il a enregistré sa propre version et a ensuite fait une suite amère en 1980 appelée Take This Job and Shove It Too, où il a chanté que Paycheck était une chose du passé. Mais à ce moment-là, Ko avait déjà perdu les droits d'édition pendant la faillite. Il n'a pas gagné l'argent qu'il aurait dû gagner. Cette seule chanson aurait pu tout changer. Plus tard, cette même année, il a sorti quelque chose de totalement différent. Cela s'appelait Human Emotions. Chunk 7. C'était un album étrange et obsédant, divisé en 2 parties. Un côté s'appelait Happy Side, l'autre était Suicide. Il s'agissait de son divorce et de l'effondrement émotionnel qui a suivi. Les chansons du Happy Side ont été écrites avant que sa femme ne parte. Celles du côté obscur sont venues après. Vous pouviez même entendre le son des vagues de la plage reliant les 2 côtés. C'était étrange et puissant. Il a réenregistré Would You Lay With Me in a Field of Stone pour cet album. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de perte. Même si Tanya Tucker en avait fait un succès numéro 1 des années auparavant, la version de Ko sur cet album venait d'un endroit brisé. En 1941, Ko a sorti Tennessee Whiskey, l'un de ses meilleurs albums de tous les temps. Mais dans les coulisses, sa vie s'effondrait à nouveau. L'IRS a dit qu'il devait 100 000 $. Ko a déposé le bilan. Cette seule décision a ruiné ses revenus futurs. Au tribunal, ses droits d'édition ont été vendus pour seulement 25 000 $. Des chansons comme Take This Job and Shove It étaient maintenant parties. Ko a dit plus tard qu'il ne savait même pas que son catalogue avait été vendu. Une inondation avait détruit tous ses papiers. Contrairement à Willie Nelson, qui a conclu un accord avec l'IRS, Ko est simplement parti. Il a dit « J'ai choisi de ne pas traiter avec eux ». Après cela, le seul argent qu'il a gagné provenait de ses performances et de l'écriture de nouvelles chansons. Tous les anciens succès ont été perdus. En 1969, il a essayé quelque chose de totalement différent avec un album intitulé Spectrum 7. La moitié était country. L'autre moitié avait des sons caribéens. La couverture de l'album le montrait torse nu sur une plage. Ce geste audacieux a déclenché une vilaine querelle avec Jimmy Buffett, qui a déclaré que Ko avait volé la mélodie de Changes in Latitude, Changes in Attitude. Buffett a dit qu'il n'avait pas poursuivi parce que je ne voulais pas donner à Ko le plaisir d'avoir son nom dans le journal. Chunk 8. Ko a répondu en écrivant une chanson d'insultes sales intitulée Jimmy Buffett et en la mettant sur son album Underground Nothing Sacred. Il a même imprimé une note au dos de Spectrum 7 qui disait que Jimmy Buffett ne vivait plus à Key West. En 1982, Ko a autopublié son album le plus dangereux. Il s'appelait Underground Album et était rempli de chansons graphiques sur le racisme, l'inceste, la bestialité et plus encore. Il a dit que c'était de la satire, mais les critiques ont appelé cela un discours haineux. Seuls 1000 exemplaires ont été vendus lors de concerts et par le biais de magazines de motards, mais les bootlegs se sont répandus rapidement.
À la fin de l'année, Rolling Stone avait imprimé les paroles et tout le monde en parlait. Columbia Records a rompu les liens avec lui. Les stations de radio l'ont interdit. Walmart et Kmart ont retiré sa musique. Ses honoraires de concert sont passés de 25 000 $ à seulement 5 000 $. En janvier 1983, sa propre agence de réservation l'a laissé tomber. Il avait détruit sa carrière grand public, mais il ne s'est pas arrêté. En août 1983, il a sorti un autre album sale intitulé Nothing Sacred, coécrit avec Shel Silverstein, qui avait également écrit The Giving Tree. Les chansons étaient encore plus offensantes. Un morceau était intitulé Come Stains on the Pillow. Les douanes américaines ont saisi 2000 exemplaires. Le Canada et l'Australie l'ont interdit avant sa sortie. Pourtant, il s'est vendu à 300 000 exemplaires en seulement 6 mois. Coy les a vendus lors de rassemblements de motos et d'événements de motards pour 15 $ chacun. Cette année-là, il a gagné plus d'1 million de dollars grâce à ce seul album. Mais le partenariat avec Silverstein a pris fin lorsque les maisons d'édition ont menacé de retirer tous ses livres pour enfants s'il ne s'éloignait pas. Ironiquement, pendant cette folie, Ko a sorti son tube le plus apprécié. En octobre 1983, il a sorti The Ride. C'était une ancienne histoire de fantôme sur un autostoppeur pris en charge par l'esprit de Hank Williams. La chanson a atteint la 4e place des charts country et s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Le clip vidéo a coûté 150 000 $ et a été tourné sur la même route où Hank Williams est décédé en 1953. Les critiques l'ont adoré. Les stations de radio l'ont diffusé, même celles qu'il avait interdites. Il a obtenu des nominations aux Grammy Awards. Chunk 9. Son album Castles in the Sand est devenu disque d'or. Les gens ont finalement revu l'autre facette de lui, mais cela a également rendu ses chansons underground encore plus troublantes. Comment le même homme pouvait-il écrire les deux? En 1984, les choses ont pris une tournure terrifiante. Ko a commencé à recevoir des menaces de mort. Plus de 200 sont arrivées cette année-là seulement. Certaines provenaient de groupes suprémacistes blancs qui étaient en colère qu'ils ne les soutiennent pas réellement. Le FBI s'est impliqué après qu'une menace à la bombe ait frappé le Grand Ole Opry lors d'une des apparitions de Ko. Des spectacles dans 47 villes ont été annulés. Les compagnies d'assurance ont refusé de couvrir ses concerts. Il a perdu des millions en une seule année. Pourtant, il n'a pas reculé. Il a sorti un album intitulé Hello in There et l'a rempli de chansons comme Willie, One and Me et sa propre version de Take This Job and Shove It. Il portait des vestes avec le drapeau confédéré et s'est appuyé sur l'image de hors-la-loi plus fort que jamais. Étrangement, cela a fonctionné. Sa base de fans de motards a grandi. Les bootleggers ont facturé d'énormes majorations pour les copies de ses albums de groupe. Et pendant que le reste du monde essayait de le faire taire, Ko a continué à chanter. La vie de David Allan Coe dans les années 1980 ressemblait à un succès de l'extérieur. Mais, en dessous, tout s'effondrait. Lorsqu'il a épousé sa 3e femme, Debbie, cela s'est rapidement transformé en cauchemar. Leur relation s'est tombée dans l'abus et s'est terminée par un divorce amer. Les gens croyaient que sa chanson « She Used to Love Me a Lot » avait été écrite à propos de ce chagrin d'amour, mais ce n'était pas le cas. Quand elle est sortie en décembre 1944, elle a atteint le numéro 11 du classement country aux États-Unis et au Canada. Mais en 1940, le divorce, combiné à d'énormes problèmes avec l'IRS, a poussé Ko à la ruine financière et a mis fin à son contrat avec Columbia Records. La séparation a été si laide qu'elle l'a suivi pendant des années, entraînant des poursuites judiciaires, des problèmes avec les tribunaux et une réputation de relations désordonnées. La plus grande tragédie dans la vie personnelle de Ko est survenue lorsqu'il a perdu sa fille. Cette douleur ne l'a jamais quitté. Elle l'a poussé plus profondément dans la dépression et la drogue. Chunk 10. Dans sa chanson « Missing the Kid », il a déversé tout ce chagrin. Il n'avait pas vu sa fille depuis plus de 10 ans après la fin de son 2e mariage.
Et cette chanson a montré à quel point il regrettait tout. L'écrivain musical Tom Jurich l'a qualifiée de l'une des chansons les plus émouvantes que Coe ait jamais écrites. Au moment mécent même où sa carrière musicale aurait dû être à son apogée, cette perte l'a écrasé en privé. Cela l'a changé, transformant la douleur en colère et en dépendance. Et ces sentiments ont encore plus nui à sa vie de famille à la fin des années 1980 et 1990. Sa vie de famille était embrouillée et pleine de drames. Il a su de nombreux enfants de différentes relations, dont son fils Tyler May Coe, qui a ensuite créé le podcast Cocaine and Rhinestones. Avec Jody Lynn Coe, il a eu 4 enfants, mais il a eu du mal à être présent à cause des tournées incessantes et de ses démons intérieurs. En 2007, il a été rapporté qu'il devait plus de 300 000 $ en pension alimentaire impayée pour enfants. Ce chiffre, à lui seul, a montré à quel point il était devenu déconnecté et financièrement imprudent. Son lien avec Tyler était l'un des rares points positifs. Tyler a même fait une tournée avec lui. Mais dans l'ensemble, la vie familiale de Coe était pleine de liens brisés et l'énorme dette n'a fait qu'empirer les choses. Il n'était pas seulement sauvage en musique. Coe avait de vrais liens avec le Outlaws Motorcycle Club à Louisville, Kentucky. Ce n'était pas juste pour le spectacle. Il vivait comme un vrai hors-la-loi. Dans les années 1980 et 1990, il a été arrêté à plusieurs reprises pour des crimes liés à la drogue. Ce n'était pas de petits problèmes. Coe avait déjà passé des années dans des écoles de réforme et en prison quand il était jeune, dont 3 ans au pénitencier de l'Ohio. Donc, les problèmes n'étaient pas nouveaux pour lui. Mais plus il devenait célèbre, plus ses problèmes revenaient. Sa consommation de drogue, ses liens criminels et ses batailles judiciaires ont épuisé son argent et ont nui à sa capacité à continuer à tourner. L'image de hors-la-loi l'a aidé à vendre des disques, mais dans la vraie vie, elle a apporté un chaos qui a fait s'effondrer sa vie personnelle et professionnelle. En 1987, Coe a sorti A Matter of Life and Death. C'était son dernier album avec Columbia Records et est arrivé à un moment où tout dans sa vie s'effondrait. L'album était différent. Il y avait de l'humour, mais aussi une vraie douleur et des questions sur la vie et la mort. Il utilisait clairement la musique pour gérer tout ce qui se passait autour de lui. 3 ans plus tard, en 1990, tout s'est effondré. Chunk 11. Son mariage a pris fin. L'IRS le poursuivait et sa carrière était presque terminée. Cet album ressemble maintenant à un avertissement de ce qui allait arriver. Il a prouvé que même lorsqu'il s'effondrait à l'intérieur, il pouvait encore créer quelque chose de puissant. Entre 2008 et 2013, Coe a essayé d'éviter de payer des impôts en acceptant que de l'argent liquide à ses concerts. Il faisait environ 100 spectacles par an et refusait de toucher les billets de 50 $, pensant qu'il portait malheur. Son directeur de tournée collectait l'argent avant 15 heures, payait le groupe et donnait le reste directement à Coe. Rien n'allait dans les banques après que l'IRS l'ait contacté en mai 2009. Et ça, il a complètement cessé d'utiliser son compte bancaire. En 2015, il a finalement plaidé coupable d'avoir bloqué l'IRS. En 2016, à l'âge de 77 ans, il a été condamné à 3 ans de probation et a reçu l'ordre de payer près d'1 million de dollars. 989 111 496 $ exactement. Cela a officiellement fait de lui un criminel condamné. Après avoir perdu sa maison à Key West au profit de l'IRS dans les années 1990, Coe n'avait nulle part où aller. Il a fini par vivre dans une grotte à Dixon, Tennessee. Son propre site web le confirme. Certaines personnes ont du mal à y croire, mais l'image d'une légende de la musique country dormant dans une grotte est difficile à ignorer. Il ne lui restait plus rien. Des amis comme les Allman Brothers et Confederate Railroad l'ont aidé à reconstituer un groupe afin qu'il puisse encore faire quelques saints spectacles. Même son fils Tyler a aidé. Les concerts sont devenus son seul revenu parce que l'IRS avait pris presque tout le reste. L'une des pires erreurs dans la carrière de Coe s'est produite devant le tribunal des faillites. Il a perdu les droits de toutes les chansons qu'il a écrites avant 1944.
y compris Take This Job and Shove It pour seulement 25 000 $. Dans une interview en 2003, il a déclaré « Personne ne m'a dit qu'ils avaient été mis en vente. » Il devait 100 000 $ à l'IRS, mais une inondation avait détruit tous ses documents. Il ne pouvait donc pas prouver ce qu'il possédait réellement. Au lieu de se battre, il a déposé le bilan et a tout perdu. Il n'a rien gagné non plus lorsque la version de Chris Stapleton de Tennessee Whiskey est devenue un énorme succès en 2015. Il est toujours crédité en tant qu'auteur, mais ne gagne pas un seul centime. Même les albums classés X ont été vendus. Cette perte l'a suivi pour le reste de sa vie. En 2013, sa santé a commencé à s'effondrer. Son album The Ride, qui était sorti plus tôt, a recommencé à attirer l'attention. Mais Ko ne pouvait plus tourner correctement. Chunk 12. Il a eu une crise cardiaque cette année-là et des spectacles ont dû être annulés. Puis, en 2018, il a de nouveau été hospitalisé avec des symptômes qui ressemblaient à un accident vasculaire cérébral, mais qui se sont avérés être dus à une grave infection de l'oreille. À 68 ans, le vertige rendait impossible un fonctionnement normal. Les choses ont empiré en 2021 lorsqu'il a contracté le COVID-19. Il avait 81 ans et avait besoin d'oxygène et d'une alimentation intraveineuse. Sa femme Kimberly, son fils et son petit-fils sont également tombés malades. Ko a passé son 82e anniversaire à l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, il a survécu, mais cela a mis fin à toute chance de remonter sur sa scène. En 2016, les choses avaient touché le fond. Ko a plaidé coupable à nouveau, admettant cette fois qu'il avait mis en gage ses guitares juste pour survivre. Il devait près d'un demi-million d'arriérés d'impôts, dont 394 $ de 2009 seulement. Au lieu de payer l'IRS, il avait dépensé de l'argent dans des jeux de hasard et d'autres choses. Le tribunal aurait pu l'envoyer en prison, mais le juge lui a accordé une probation. Les agents de l'IRS ont dit qu'il avait fait tout son possible pour éviter de payer. Maintenant, même ses guitares avaient disparu. Lorsque le COVID a failli le tuer en 2021, cela a marqué la fin de la route. Ses genoux étaient déjà mauvais à cause d'une opération en 2019. Après le virus, il pouvait à peine se tenir debout. Il vit maintenant tranquillement à Oran Beach, en Floride, avec sa femme, Kimberly. Il a besoin d'aide pour se déplacer. L'homme qui montait autrefois à moto sur scène vit maintenant dans le silence. Son site web n'a répertorié aucun spectacle depuis des années. Il n'y a pas d'apparition publique, pas de nouvelles interviews. Son seul argent provient de l'écriture de chansons après 1944, puisque tout le reste a été vendu il y a longtemps. Son dernier enregistrement connu date de 2017, un album live du Iron Horse venu. Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelle musique, pas de single, pas même d'apparition en tant qu'invité. Fin 2017, il a annoncé un nouvel album sur Twitter, mais il n'est jamais sorti. Son silence total a choqué les fans. Bien qu'il ait écrit plus de 300 chansons, il n'est toujours pas au Country Music Hall of Fame. Les albums underground qu'il a sortis dans les années 1980 continuent de le hanter. Chunk 13. Ces enregistrements étaient si explicites et offensants qu'ils ont éclipsé tout son autre travail. Même aujourd'hui, les chansons d'albums comme Nothing Sacred et Underground Album sont partagées en ligne. Certaines de ces chansons sont parmi les plus racistes jamais enregistrées par un artiste majeur. Ko a toujours affirmé qu'il s'agissait de satire et a dit que son batteur noir prouvait qu'il n'était pas raciste, mais le mal était fait. Son 86e anniversaire est arrivé le 6 septembre 2025. Les fans ont publié des hommages, mais il n'y a eu aucun mot de Ko lui-même. Pas de photos, pas de vidéos, pas même un court message. Sa femme parle pour lui maintenant, et même elle ne dit pas grand-chose. Les gens se demandent où il est, comment il va, s'il écrit toujours, mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est le silence. Pour quelqu'un qui a vécu autrefois fort et sauvage, son absence est étrange. L'homme qui chantait qu'il était un hors-la-loi vit maintenant comme un fantôme.